Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Well, today was the day, as you may know, December 19th, that, of course, the deadline mandated by law for Donald Trump's Department of Justice to release the Epstein files. All of them. Basically unredacted. And we got a release with an enormous asterisk, which is that they are very clearly violating that law. Which is not surprising. It is a law that they fought at every single opportunity, from shutting the entire House of Representatives down for months to not swearing in a duly elected member so she couldn't sign the discharge petition, to at the last minute browbeating their own allies like Congresswoman Lauren Boebert, who was brought into the Situation Room. Certains épisodes ne modifient pas la structure de la loi, mais révèlent clairement qui l'interprète. À la fin du mois de décembre 2025, une déclaration publique signée par un porte-parole de Bill Clinton a changé le cours d'une controverse qui semblait jusqu'alors dispersée. Le contenu de la note ne formulait aucune accusation, ni n'offrait aucune défense. Au lieu de cela, elle faisait quelque chose de moins courant. Elle demandait que l'intégralité des dossiers liés à Jeffrey Epstein soit divulguée sans exception, avec des mentions directes du nom de l'ancien président, y compris des images, des transcriptions, des registres du jury et des notes officielles. La demande y a été transmise au ministère de la Justice dirigé par Pam Bondi, au milieu d'une série de critiques sur la forme et le contenu de la divulgation partielle des dossiers par l'administration actuelle. Le langage du communiqué était assertif, mais institutionnel. « Nous n'avons pas besoin d'une telle protection », disait le texte. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La divulgation des archives par le ministère de la Justice avait eu lieu quelques jours auparavant, en conformité partielle avec la loi sur la transparence des archives Epstein. Les documents, images et transcriptions ont été publiés avec une rédaction intense, masquant une grande partie des noms, dates et contextes. Néanmoins, certaines images sans explication supplémentaire ont été directement associées à Bill Clinton, ce qui a provoqué des réactions publiques et des questions sur la sélectivité. Une photographie prise dans une piscine, avec des visages cachés et une légende imprécise, a été diffusée de manière à insinuer une proximité entre l'ancien président et l'une des victimes du complot. Par la suite, il s'est avéré que l'image avait été prise dans un autre pays, dans un lieu sans lien direct avec Epstein. Selon des enquêtes parallèles, le visage caché était celui d'une ancienne assistante d'Epstein qui avait déjà signé un accord d'immunité les années précédentes. C'est là qu'intervient la déclaration de Clinton. En demandant publiquement la divulgation de tous les documents dans lesquels son nom était mentionné, la note officielle impliquait un renversement des attentes. Au lieu de se taire ou de détourner l'attention, la réponse était en faveur d'une transparence totale. La note indiquait également que la norme actuelle de divulgation, en plus d'être incomplète, suggérait une manipulation par omission. Le choix des mots renforçait cette idée. Quelqu'un ou quelque chose est protégé. Bien qu'elle n'ait pas cité de nom, cette formulation a eu des répercussions. Les membres du Congrès, les juristes et les médias ont commencé à remettre en question les critères utilisés par le ministère de la Justice, notamment en ce qui concerne le moment et la sélection des dossiers rendus publics. La réponse de Pam Bondi s'est faite par le biais des réseaux sociaux, en dehors du format traditionnel des déclarations institutionnelles. Dans un message adressé au président Trump, la procureure générale a déclaré avoir désigné Jay Clayton, procureur du district sud de New York, pour diriger la révision des documents. La publication remerciait publiquement Trump pour cette nomination informelle. Même si le poste qu'elle occupe exige théoriquement une autonomie vis-à-vis de l'exécutif. Ce geste a été interprété par une partie de la communauté juridique comme un signe d'alignement indu. Jay Clayton avait en outre déjà travaillé sur des affaires touchant des personnalités associées au premier mandat de Trump, ce qui a accentué la perception d'un conflit d'intérêts. La nomination, bien que techniquement possible, a eu lieu sans consultation du Congrès et sans annonce formelle du ministère. Le geste de Clinton a ainsi pris un caractère stratégique. Il ne demandait pas seulement la transparence, mais mettait en évidence les mécanismes de contrôle du récit. Le choix des images diffusées, le contenu des textes et l'absence de contextualisation suggéraient que la divulgation sélective pourrait avoir l'effet inverse de celui recherché par la législation, générer des insinuations plutôt que des éclaircissements. Cet épisode a également suscité une réaction plus large au Congrès. Les parlementaires de l'opposition ont commencé à exiger du ministère de la Justice des explications officielles sur les critères utilisés pour la sélection des documents. Lors d'une audience ultérieure, la députée Lisa Marlowe a déclaré que l'utilisation incomplète d'informations publiques pour générer des interprétations spécifiques constitue une distorsion de la fonction de l'État.
La question a été consignée dans le procès-verbal et incluse dans une demande officielle d'éclaircissement adressée au procureur général. Parallèlement, des médias indépendants ont commencé à signaler qu'une partie de l'équipe juridique, impliquée dans le processus de divulgation, avait demandé une suspension temporaire, invoquant des divergences internes sur les critères éditoriaux appliqués aux archives. Aucune de ces informations n'a été officiellement confirmée, mais leur simple apparition a renforcé l'impression que l'administration Trump menait ce processus davantage comme un instrument politique que comme l'application technique d'une loi approuvée à une large majorité. Cette perception a été accentuée par de nouvelles publications du président sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il réitérait que toutes les personnes impliquées dans l'affaire Epstein étaient des démocrates, et que son gouvernement ne faisait que respecter la volonté du peuple. C'est dans ce contexte que la note de Clinton a commencé à être citée non seulement comme une réaction individuelle, mais aussi comme un élément d'un nouveau type de confrontation institutionnelle. En mettant l'administration au défi de divulguer tous les dossiers le concernant, Clinton a non seulement défendu sa position, mais a également imposé une responsabilité publique au ministère de la Justice, prouvé par la transparence qu'il n'est pas utilisé comme un instrument de sélectivité politique. Ce geste a eu pour effet secondaire de renforcer la pression exercée par d'autres acteurs politiques et juridiques pour la pleine application de la loi sur la transparence des archives Epstein. Au moment où cette pression commence à se concrétiser, le débat sur les limites entre l'intérêt public, l'utilisation politique des documents et l'autonomie institutionnelle prend une nouvelle dimension. Pour ceux qui suivent l'évolution de cette situation, il devient de plus en plus important de comprendre comment les institutions fonctionnent au milieu du bruit. C'est pourquoi nous continuons à suivre chaque étape avec attention et esprit critique, en accordant de l'importance non seulement aux faits, mais aussi au contexte dans lequel ils s'inscrivent. C'est dans ce contexte que la loi sur la transparence des archives Epstein est désormais considérée non seulement comme un instrument juridique, mais aussi comme un tournant dans les relations entre le système judiciaire, les pouvoirs exécutifs et l'opinion publique. Approuvée avec un soutien significatif des deux chambres du Congrès, la législation fixe des délais, des formats et des critères objectifs pour la divulgation des archives liées à l'affaire Epstein, y compris les dossiers d'enquêtes antérieures, les accords judiciaires, les documents photographiques et les transcriptions des audiences à huis clos. L'objectif principal était d'offrir au public une base documentaire complète, afin de restaurer une partie de la confiance institutionnelle ébranlée par les multiples interruptions, omissions et accords extrajudiciaires conclus au cours de plus d'une décennie. La structure de la loi prévoyait également une instance de supervision technique composée de membres du pouvoir judiciaire et de représentants des archives nationales, chargés de valider l'intégrité des documents avant leur divulgation. À partir de là, l'action du ministère de la Justice sous la direction de Pam Bondi a commencé à être comparée à des expériences antérieures de divulgation d'archives sensibles, comme dans le cas des dossiers de la CIA sur les opérations à l'étranger et des mémorandums du ministère de la Défense concernant la prison de Guantanamo. Dans ces situations, la divulgation partielle des documents, bien que techniquement autorisée, a généré des vagues de désinformation basées sur l'absence sélective de contexte. Des analystes du secteur juridique et des archivistes expérimentés ont averti que le même risque s'appliquait à l'affaire Epstein. Plus le matériel divulgué était fragmenté, plus le risque était grand qu'il soit détourné par des groupes ayant des agendas politiques spécifiques. Cela a été observé de manière directe lorsque des images hors contexte ont commencé à circuler dans les audiences parlementaires et sur les canaux de communication institutionnelle de la Maison-Blanche. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réponse de Bill Clinton a été considérée comme atypique dans l'univers des anciens présidents. En mentionnant explicitement l'obligation légale du ministère de la Justice, Clinton a signalé son alignement sur les fondements juridiques de la loi elle-même, plutôt que de recourir à des défenses personnalisées ou à des stratégies de silence. Des parlementaires tels que le sénateur Martin Abrams, membre de la Commission des affaires judiciaires, ont commencé à citer la note de Clinton comme un modèle institutionnel de réponse aux doutes publics, même si la formulation implique des évaluations politiques. La conséquence pratique a été la réorientation du débat vers le plan juridique. Le ministère respecte-t-il ou non les termes objectifs de la loi ? Cette question a donné lieu à de nouveaux développements. Des représentants des archives nationales ont révélé, lors d'audiences techniques, qu'ils n'avaient pas été consultés par le ministère de la Justice lors de la préparation des dossiers de déclassification envoyés au public.
Cela va à l'encontre du protocole établi dans la législation elle-même et suggère que des étapes obligatoires de vérification ont été omises ou accélérées. Les techniciens entendus par la commission ont indiqué que le délai entre la réception des documents et leur divulgation était incompatible avec les procédures standards de nettoyage et de contextualisation des documents sensibles. L'absence de métadonnées dans une partie des archives divulguées a renforcé cette perception. Il n'y avait pas de date claire, de lieu d'origine ou de chaîne de conservation des documents. La critique ne portait donc plus uniquement sur les personnes apparaissant dans les archives, mais aussi sur celles qui les traitent et la manière dont elles le font. Des juristes indépendants ont souligné que la lecture sélective de documents publics, en particulier lorsqu'on omet le contexte ou qu'on applique une rédaction partielle, peut constituer une forme indirecte de manipulation institutionnelle. Le concept en question n'est pas nouveau, mais il a pris de l'ampleur ces dernières années avec l'intensification du conflit narratif entre les pouvoirs. En particulier, l'idée selon laquelle divulguer des informations par fragments peut être plus préjudiciable que de ne rien divulguer, une thèse déjà débattue dans le domaine du droit public comparé, est revenue au centre du débat. La position défendue par les groupes universitaires et les centres de recherche juridique est que l'intégrité de l'information ne peut être fragmentée pour des raisons de convenance politique, sans que cela n'entraîne une perte de légitimité institutionnelle. Sur la base de ces arguments, de nouvelles requêtes ont été déposées auprès de la commission de contrôle de la Chambre. L'une d'elles demande l'accès au protocole interne utilisé par le ministère de la Justice pour décider quels dossiers seraient en divulgués et lesquels seraient gardés secrets. Une autre demande la convocation des membres de l'équipe de révision des documents, afin de clarifier le processus de rédaction et d'omission des passages sensibles. Bien que les dates de ces audiences n'aient pas encore été fixées, des sources proches de la présidence de la commission indiquent que le climat est à l'impasse technique. Une partie des membres craint que l'approfondissement de l'enquête n'entraîne une exposition indésirable des mécanismes internes du ministère, tandis que d'autres soutiennent que le prestige même de la loi dépend de son application pleine et vérifiable. Cette perception a également été ébranlée par des événements parallèles. L'un d'eux concernait la publication d'anciennes images de personnalités publiques aux côtés de célébrités, dont les visages étaient moins partiellement cachés. Bien qu'il n'y ait eu aucun lien avéré avec les crimes faisant l'objet de l'enquête, la publication sans contexte a conduit à la prolifération de théories spéculatives sur les réseaux sociaux et même dans les discours officiels. Les noms de Diana Ross et Michael Jackson ont été cités dans des documents sans aucun lien apparent avec les événements centraux de l'affaire. Selon les personnes concernées, les images provenaient d'événements publics et familiaux enregistrés dans les années 1990. L'absence d'explication institutionnelle claire sur la raison de leur inclusion dans les dossiers de divulgation a ajouté une nouvelle couche d'opacité au processus. À partir de ces éléments, la demande d'un nouveau protocole de révision s'intensifie. Des groupes tels que le Center for Public Integrity et la National Archives Reform Initiative ont présenté des propositions visant à ce que toute future divulgation soit accompagnée de rapports techniques, de métadonnées vérifiables et de notes explicatives contextualisant le contenu. La proposition n'a pas force de loi, mais elle est actuellement évaluée par les membres du Sénat comme un modèle possible pour de futurs projets de transparence documentaire. L'argument central est que l'information, pour remplir son rôle démocratique, doit être accessible, compréhensible et contextualisée. Dans ce contexte, il est plus important de suivre l'évolution de la situation que d'essayer d'anticiper les conclusions, en observant comment les institutions réagissent, révisent et corrigent leurs propres mécanismes. Il est possible de comprendre la profondeur réelle de la tension qui se dessine entre le récit et la structure. La lecture des registres officiels et des interventions faites par les parlementaires lors d'audiences récentes montre qu'il existe toujours un conflit d'interprétation quant aux effets concrets de la divulgation partielle des archives liées à l'affaire Epstein. Pour un groupe au Congrès, les décisions prises par le ministère de la Justice seraient techniquement étayées par des dispositions légales qui permettent de dissimuler des passages dans le but de protéger des tiers. En revanche, un autre groupe soutient que le modèle de divulgation adopté a alimenté la confusion informationnelle, favorisé des raccourcis narratifs commodes et contribué à une érosion continue de la confiance institutionnelle. Le cœur de la controverse ne réside pas dans l'existence de responsabilités individuelles dans les documents divulgués, mais dans les critères utilisés pour exposer certaines images et en garder d'autres confidentielles.
y compris lorsqu'elles concernent des acteurs importants de la politique nationale. L'absence d'explication formelle et systématique pour ces choix et élargit le champ des interprétations concurrentes à l'intérieur et à l'extérieur des structures institutionnelles. Les juristes entendus par des commissions spécialisées soulignent une ligne d'analyse selon laquelle le modèle actuel de divulgation peut fonctionner comme un facteur indirect d'ingérence politique. Cette évaluation découle du constat que des images isolées et des extraits de témoignages, présentés sans contexte suffisant, ont été mobilisés sur les réseaux sociaux et dans les discours publics pour soutenir des hypothèses qui n'ont pas été confirmées par des enquêtes formelles. Bien que cette pratique ne constitue pas explicitement une violation de la légalité, elle compromet l'intégrité du processus de transparence en permettant que des archives publiques soient utilisées comme base pour des récits non vérifiés. Il existe des divergences quant au degré de responsabilité institutionnelle du ministère de la Justice dans ce scénario, mais les experts s'accordent sur la nécessité d'une révision structurelle du modèle actuel. Dans ce contexte, le débat se déplace progressivement vers la sphère judiciaire. Un groupe de juristes, associés au Conseil de surveillance juridique et à l'American Bar Association, soutient que l'application cohérente de la loi sur la transparence des archives Epstein nécessite la création d'un mécanisme technique permanent avec la participation d'experts en archivistique, en droit civil et en sécurité institutionnelle. Selon cette perspective, la divulgation de documents susceptibles d'avoir un impact public important ne devrait pas rester concentrée sur les décisions internes du pouvoir exécutif, en particulier dans des environnements marqués par une polarisation intense et un risque d'instrumentalisation politique. Bien que cette proposition n'ait pas encore été formalisée au Congrès, elle est discutée lors d'audiences publiques comme alternative au modèle décisionnel actuel, centralisé au sein du bureau du procureur général. Pendant que ces discussions avancent, le bureau du procureur du district sud de New York, sous la coordination de Jay Clayton, est confronté à la tâche délicate de poursuivre la divulgation des archives sans renforcer la perception de sélectivité. L'un des principaux obstacles concerne l'analyse des photographies conservées exclusivement sur support physique, sans métadonnées numériques, ce qui rend difficile la vérification des dates, des lieux et de l'authenticité. Il semble qu'une partie de ce matériel ait été obtenue grâce à la coopération internationale, ce qui impose des restrictions supplémentaires à son utilisation publique. Néanmoins, des sources proches du processus reconnaissent que, dans certaines situations, la décision de divulguer des images sans le contexte approprié a été prise sous la pression du cabinet présidentiel, en réponse à des déclarations publiques faites par des adversaires politiques. À ce jour, aucun consensus n'a été trouvé sur les effets institutionnels d'une éventuelle reconfiguration du traitement de ces archives. Pour certains analystes, la simple existence de la législation représente déjà une avancée significative par rapport à l'historique de confidentialité qui a marqué des épisodes similaires au cours des décennies précédentes. Pour d'autres, l'efficacité de la loi dépend directement de son application intégrale et du niveau de confiance que la société accorde au processus. Ces secteurs craignent que la norme ne soit vidée de sa substance, ne fonctionnant que comme un instrument formel de transparence, sans garantir un accès effectif et substantiel à l'information. Cette préoccupation a été mentionnée indirectement dans la dernière déclaration de Bill Clinton, qui a réitéré que toute référence à son nom devait être divulguée dans son intégralité, quel que soit le contenu. La déclaration de Clinton a été utilisée par certains segments de l'opposition comme argument pour élargir la portée des enquêtes. Des parlementaires, indépendants, ont proposé que la commission de surveillance parlementaire convoque d'anciens membres du gouvernement Trump pour fournir des éclaircissements sur les critères de rédaction, de sélection et de divulgation des archives, en particulier celles qui concernent des personnalités publiques qui n'ont pas encore été mentionnées. Cette initiative se heurte à une résistance au sein même de la commission, qui estime que l'élargissement du champ d'application à ce stade pourrait générer de nouveaux conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Néanmoins, le simple fait que cette possibilité soit débattue indique que l'épisode ne sera probablement pas résolu uniquement par des communiqués officiels ou des déclarations ponctuelles. À ce stade, l'enjeu dépasse la crédibilité de personnes spécifiques ou la légalité stricte d'une divulgation partielle de documents. Il s'agit de la manière dont le système institutionnel gère les informations sensibles dans un contexte de polarisation marquée et d'érosion de la confiance publique. Le débat autour de l'affaire Epstein ne se concentre plus exclusivement sur les responsabilités individuelles, mais touche désormais à des questions structurelles, normatives,
et aux utilisations possibles de la transparence. La distance entre ce que la loi autorise et ce que le public perçoit comme légitime est mise à rude épreuve par de multiples acteurs, chacun guidé par ses propres intérêts et récits. C'est dans cet espace de tension que se définit, en dernière instance, l'intégrité fonctionnelle des institutions qui doivent être perçues comme neutres, même en période de conflit prolongé. Suivre en permanence la manière dont ces institutions répondent aux tests d'intégrité successifs exige une attention constante, une mémoire historique et une contextualisation rigoureuse. C'est avec cet engagement que nous continuons à observer chaque développement, en restant concentrés sur ce qui importe vraiment,